Euh, Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là. Donc, l'agence Alphaville, Bruno Yvain, Gaël Leborgne. Euh, donc, nous, on va vous parler de ce que l'on fait au quotidien, c'est-à-dire une agence de programmation urbaine et architecturale. Je reviendrai sur cette double dimension au travers des trois exemples qu'on a choisis pour vous présenter un peu ce qu'on fait et comment ça peut résonner par rapport à la thématique ou les thématiques qui intéressent ces 2 jours de formation. On a une présentation un peu volumineuse, on va essayer de faire vite et simple et on va se tenir à l'heure qui nous est impartie, 9h24, donc j'ai à peu près ça en tête. Je présente rapidement Alphaville quand même, puisque c'est important de savoir d'où on parle et quels propos on va tenir par rapport à notre pratique. C'est quand même ça qui, aujourd'hui, structure beaucoup notre approche. Donc, on travaille, nous, beaucoup pour des collectivités et des aménageurs. On fait que des études, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre. On est dans le champ de ce qu'on peut appeler l'assistance à maîtrise d'ouvrage de manière plus générale. Et on s'intéresse au territoire. Et la programmation, pour nous, qu'elle soit architecturale ou urbaine, c'est l'affaire du besoin ou des besoins. Notre travail consiste à révéler, mettre en œuvre, identifier, dimensionner les besoins des territoires pour les traduire dans des projets ou urbains ou architecturaux. Et c'est bien ça qui nous anime et qui donc montre cette à la fois imbrication des échelles, donc du grand territoire au bâtiment, et aussi les différents temps ou les différentes perspectives dans lesquelles on s'inscrit dans la fabrique de la ville, donc de la prospective territoriale ou urbaine à la mise en œuvre opérationnelle. Donc ça, c'est important parce que la diversité des missions qui nous intéressent, elle se positionne à chaque fois à un moment ou à plusieurs moments de la fabrique de la ville, mais elle interpelle aussi forcément les différentes échelles. Donc, quand on parle de patrimoine ou de réinvestissement du patrimoine, on est plutôt évidemment à l'échelle bâtimentaire ou à l'échelle d'un groupe de bâtiments, mais notre approche consiste à regarder avant tout ce qui se passe à l'échelle du territoire ou des territoires auxquels ce bâtiment ou ce groupe de bâtiments appartient et se raccroche, pour définir justement son orientation programmatique. J'enchaîne avec une série de références. Alors, on est des praticiens, on travaille beaucoup pour les collectivités, les aménageurs, je l'ai dit, donc beaucoup de marchés publics, très peu de sollicitations du secteur privé. On travaille aussi, enfin, on essaye de réfléchir aussi dans le cadre de notre pratique en essayant de prendre un peu de hauteur et de mettre en perspective ce que l'on fait au quotidien à travers une publication que l'on édite comme ça à compte d'auteur ou à compte d'agence et qui met en lumière des sujets qui sont un peu récurrents et qui nous intéressent et dans lesquels le patrimoine a évidemment une réalité pas toujours très signifiante, mais qui en tout cas n'est jamais très loin, puisqu'on s'intéressait à l'école, on s'intéressait au logement, et là on s'intéresse aussi aux questions des activités productives. Et donc le patrimoine pour nous c'est un support de projet, mais c'est pas le seul, sachant que le patrimoine, à notre sens, rentre aujourd'hui aussi plutôt dans la question du recyclage bâtimentaire. Et on le constate, les commandes qu'on traite sont de plus en plus, ou portent de plus en plus, sur de la réutilisation de bâtiments, qu'ils soient patrimoniaux ou non. Et donc, peut-être qu'on peut parler de patrimoine extraordinaire ou de patrimoine ordinaire, mais un entrepôt de zone d'activité ou une école désaffectée, quelque part, constitue une certaine forme de patrimoine sur lesquels on intervient. Je montre juste rapidement ce qu'on fait. Donc, on a en général une pratique qui est divisée en trois grandes catégories. On appelle ça la prospective, le programme et le projet. Et évidemment, ces trois dimensions se retrouvent à chaque fois dans les missions que l'on mène. Donc là, on travaille pas mal pour l'État aussi, central et déconcentré via les ateliers des territoires. Donc on travaille dans des contextes métropolitains sur des questions prospectives, aussi dans des villes petites et des villes moyennes. En fait, les trois exemples qu'on va vous sortir aujourd'hui, c'est plutôt des villes petites et moyennes où c'est beaucoup plus complexe en fait de travailler sur ces questions de besoins.
j'ai presque envie de dire que dans un contexte métropolitain, on peut appuyer sur n'importe quel bouton. On est quasiment certain qu'il y aura une opérationnalité à la fin. Dans les villes petites et moyennes, la question des besoins va venir se confronter à la question des marchés ou à la question des capacités à produire et à sortir les opérations. Et c'est ça qui, évidemment, ajoute de la complexité, mais aussi, selon nous, de l'intérêt. On travaille donc sur la reprogrammation de grandes opérations métropolitaines d'aménagement dans le Grand Paris. On travaille aussi sur des plus petites échelles, dans les quartiers de gare, dans les villes moyennes, où la question des formes urbaines et des manières d'habiter aussi est intéressante. On travaille pour des associations qui s'occupent de publics en difficulté. Là, vous le voyez, sur des questions de restructuration de patrimoine existant et d'extension. On travaille sur des questions aussi de risque ou de vulnérabilité. Et puis, on travaille aussi sur la question économique. On a beaucoup parlé des activités productives ces derniers temps. Nous, on accompagne le Grand Orly Seine-Brieuc sur la relocalisation d'entreprises qui sont impactées par des projets d'aménagement. Voilà, l'appareil de fois. Et juste pour terminer cette conclusion, c'est important aussi qu'on puisse définir ce qu'est la programmation, qui n'a pas une base théorique et historique extrêmement solide. Donc la programmation, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Nous, on considère qu'évidemment, la programmation, elle s'inscrit dans une chaîne de production de la ville et donc des bâtiments, et qu'on ait vraiment cette rotule entre la planification qui définit le cadre et la mise en œuvre qui s'attaque à rendre le projet évidemment concret. Et donc la programmation, c'est, je l'ai dit, l'échelle urbaine et l'échelle architecturale, mais il y a deux types de programmation. On peut considérer qu'il y a une programmation dite amont, qui vraiment s'attache à définir, préciser, actualiser le cadre de la planification, qui est pas toujours très précis, c'est sa raison d'être, et qui n'est pas toujours forcément à jour. Et donc c'est là que la question des besoins, via notamment l'étude des dynamiques socio-économiques ou socio-démographiques, va être mobilisée. Et puis la programmation plus aval, qui est vraiment le chaînage entre la définition des besoins, leur dimensionnement et le passage à l'opérationnel, qui aussi nous intéresse. Alors évidemment, il y a des intervenants qui vont parler de sourcing, il y a des questions de faisabilité, des questions de précision immobilière du projet et architecturale. Et donc tous ces aspects-là, évidemment, ils sont plutôt dans la programmation aval. Voilà en deux mots ce qu'on peut dire. Alors les trois exemples qu'on vous évoque aujourd'hui sont tous très différents, même si le patrimoine est un fil directeur. Donc le premier, c'est Ajaccio. C'est la citadelle génoise du XVIe siècle, avec ses extensions progressives, qui a été redonnée, entre guillemets, à la ville il y a très peu de temps. Et donc là, l'idée, c'est pour le compte d'un aménageur. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'en fonction du maître d'ouvrage, les questionnements et les méthodes ne sont pas forcément les mêmes. Donc un aménageur qui a pour mission d'élaborer et de développer un projet mixte au sein de cette citadelle. On travaille dans un groupement, notamment avec Manifesto, que vous avez pu rencontrer, sur la définition d'orientation de programme avec un cadrage économique important, puisque il s'agit de pouvoir démontrer que le programme est aussi économiquement viable. Donc là, c'est un des grands sujets et un des grands fils rouges, c'est que un programme, s'il est là pour faire émerger et définir des besoins, il doit quelque part, à un moment donné, aussi rencontrer une réalité économique et un potentiel de traduction. Donc le programme, ce n'est pas quelque chose de théorique, hors sol, c'est quelque chose qui doit aussi pouvoir trouver une traduction économique. Donc quelque part, la programmation, c'est aussi cet exercice de la synthèse entre le besoin et l'économie, et en tout cas, c'est ça que nous, on s'attache aussi à faire. Donc là, sur la citadelle, on va y revenir, mais c'est un ensemble de bâtiments de différentes périodes, de différentes caractéristiques architecturales et même surfaciques. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on raconte une histoire et qu'on programme l'ensemble des bâtiments pour produire à la fois un récit, mais aussi une destination
qui s'intéresse à la Corse, au monde éventuellement, mais aussi évidemment au quartier et à la ville d'Ajaccio en particulier. Donc c'est encore cette question d'échelle. Saint-Dizier, c'est le deuxième sujet, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu beaucoup de communication sur le projet de Saint-Dizier. Ce n'est pas à proprement parler un projet uniquement patrimonial, mais c'est un projet dans lequel on retrouve du patrimoine. Et le patrimoine, pour le coup, dans une ville moyenne, qui, comme beaucoup d'autres, est caractérisé par des dynamiques socio-économiques et démographiques un peu compliquées. Le patrimoine est là un marqueur ou une valeur ajoutée qui, d'emblée, peut intéresser l'élaboration d'un projet urbain, puisqu'ici, c'est vraiment un projet de ville, avec, on le verra, des capacités foncières et bâtimentaires extrêmement importantes. Mais souvent, dans ces contextes, il y a plus de fonciers et de bâtiments que de preneurs ou de potentiels programmatiques. Donc la question du temps aussi de la programmation et de l'aménagement rentre en compte. Et le troisième, c'est quelque chose d'assez atypique, là encore, mais qui montre aussi la diversité du couple entre maître d'ouvrage et bâtiment patrimonial. C'est une ancienne filature du 19e, avec là aussi plusieurs extensions, en Picardie, dans une petite ville. Et là, le maître d'ouvrage, c'est un bailleur social. Et donc là, c'est intéressant, puisque d'emblée, le pédigré du maître d'ouvrage oriente le programme, puisque c'est le bailleur social qui s'est porté acquéreur de cet ensemble. Mais évidemment, notre travail, c'est de dire, bon, vous êtes bailleur social, il y aura du logement, mais au regard de l'histoire, au regard des capacités bâtimentaires et de leurs caractéristiques, est-ce qu'on peut faire éventuellement autre chose que du logement? Donc ça, c'est les trois sujets qu'on veut vous présenter aujourd'hui. J'étais déjà assez long. Trois parties quand même que j'annonce tout de suite. Donc la première partie, c'est comprendre que le patrimoine ou le bâtiment ou le corpus bâtimentaire n'est pas autonome et isolé. Il appartient à un territoire, il appartient ou s'inscrit à différentes échelles. Et c'est ça, nous, qui nous intéresse, c'est révéler justement les potentiels programmatiques à partir d'une analyse des tendances ou des caractéristiques du grand territoire pour pouvoir ensuite les faire rentrer dans le bâtiment et que ce projet patrimonial, programmatique, soit en résonance le plus complètement possible avec ce que peut montrer le territoire comme tendance et comme besoin, sachant que, petite digression, on est, quand on parle de besoin, sur une approche un peu traditionnelle offre-demande, mais un peu plus complexe. On y reviendra, on parle d'approche systémique. Mais le besoin peut venir, ou la définition d'un besoin peut venir conforter une tendance qui s'exprime. Exemple, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population va générer des besoins et on va pouvoir les traduire dans le cadre d'un programme. Mais à l'inverse, le besoin ou le programme peut aussi venir réguler quelque chose qui est déséquilibré. Je reprends encore l'exemple du logement. Le problème du logement familial dans les centres métropolitains, par exemple, avec une fuite des familles vers l'extérieur, le programme peut venir, parce qu'il prescrit, venir tenter de rééquilibrer ces déséquilibres que ces analyses à l'échelle du grand territoire peuvent montrer. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples qui vous montre comment est-ce qu'on aborde cette question des besoins et comment on articule l'échelle architecturale et le programme. Donc, première partie, je le disais, le territoire comme préalable. Donc, voilà, ne soyez pas surpris, on va dézoomer pour ensuite revenir dans une deuxième partie sur la façon dont on s'intéresse aux caractéristiques du bâtiment et au contexte dans lequel il s'inscrit pour programmer. Et une troisième partie, un peu plus générale, sur les ponts que l'on peut faire entre les différentes interventions que vous allez avoir, et notamment la manière de faire projet avec une communauté d'acteurs, des contraintes économiques et évidemment des potentiels bâtis. Voilà. Donc, comme le disait Bruno, nous, notre cœur de métier, c'est la programmation. Donc, on est là pour interroger une diversité de fonctions urbaines et territoriales que vous connaissez, qui sont principalement les fonctions résidentielles, équipées, mais aussi d'activités économiques, de mobilité. On va venir s'intéresser pour chacune de ces grandes fonctions territoriales à des sous-catégories de programmes.
Si on parle des équipements, on va avoir tout le volet scolaire, petite enfance, social, santé, sport, etc. Nous, en tant que programmistes, on a en tête évidemment ensuite comment ces programmes-là ils vont pouvoir s'adapter à un site en particulier en termes de contraintes surfaciques, etc. Mais en effet, notre première approche, c'est quand même de dézoomer et de questionner l'ensemble de ces fonctions territoriales avec une approche systémique. Donc ça, c'est un schéma un peu compliqué, mais l'idée, c'était de montrer qu'on a vraiment à cœur de toujours croiser tant les dynamiques démographiques que les dynamiques économiques, et tout ça pour avoir un impact sur les équipements. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus, puisque Bruno en a déjà bien parlé, mais par exemple, la dynamique première qu'on va se poser, c'est un apport de logement va générer un besoin en équipement, mais par ailleurs, est-ce que cet apport de logement et de population va pouvoir combler un déficit de fréquentation des équipements existants, ou est-ce qu'au contraire, on va aussi devoir programmer de nouveaux équipements? Si on parle de l'emploi, est-ce que si on a un marché de l'emploi qui est déjà tendu avec justement un déficit d'emploi, est-ce que justement la programmation résidentielle, elle va pas pouvoir aussi venir attirer de nouveaux actifs, des familles, etc., qui vont du coup pouvoir aussi pourvoir les nouveaux emplois qu'on va proposer. Donc ça nous oblige en effet à dézoomer, comme le disait Bruno, et au-delà du fait d'étudier le site en lui-même, de vraiment étudier les dynamiques grand territoire pour le faire rentrer dans le site. Et quand on a un site patrimonial, évidemment, il y a des dynamiques territoriales qui sont un peu spécifiques, avec des problématiques de marché de l'emploi tendu ou de marché de l'emploi détendu, justement. Souvent des sites qui sont en centre urbain avec une proximité à d'autres fonctions et donc une question de compatibilité, etc. Donc c'est des questions systémiques, mais qui évidemment s'adaptent à la question patrimoniale. Donc l'idée, c'est à chaque fois de voir comment les trois sites, Ajaccio, Villers-Bretonneux et Saint-Dizier, justement, ont été abordés avec cette approche-là et ont pu aboutir à des réponses différentes. Sans vous refaire toute la méthode, justement, sur la citadelle d'Ajaccio, nous, on avait une commande qui nous demandait d'étudier déjà des thématiques précises, plutôt en lien avec tout ce qui allait être le tourisme et la culture, mais aussi en lien avec des fonctions un peu plus ordinaires du quotidien, comme l'immobilier d'entreprise, l'hébergement spécifique, donc plutôt étudiants, seniors, etc., mais aussi l'enseignement. Et donc, encore une fois, nous, on a eu à cœur de regarder toutes ces thématiques-là, mais vraiment à l'échelle du quartier, d'Ajaccio, et aussi, justement, de la Corse, parce que dans le cas précis d'Ajaccio, on a quand même, enfin, on est la première ville de la région, donc avec une dimension aussi nécessairement rayonnante. Donc là, on vient aussi questionner comment justement notre programmation, elle peut venir réguler des dynamiques territoriales. On s'est posé la question, par exemple, aujourd'hui, la ville d'Ajaccio, c'est une ville qui accueille, qui grossit, mais principalement parce qu'elle accueille de nouveaux habitants en provenance du continent. En revanche, elle peine un peu à garder ses habitants, notamment les jeunes et les familles. Donc nous, là, typiquement, on s'est demandé comment notre programmation, elle pouvait réguler ça. Et puis, on a aussi replacé la citadelle dans les dynamiques de l'agglomération, à savoir qu'on était vraiment dans une position centrale entre ici une route des plages assez bordée de résidences secondaires, etc. Une périurbanisation dans la vallée de la Gravona, avec des problématiques de congestion automobile, etc. Et puis, ce que vous voyez en rouge, c'est le périmètre Action Cœur de Ville, avec toute une série aussi d'actions de diversification commerciale, d'orientation pour justement réattirer les familles au sein du centre-ville. Et donc pour nous, voilà, la citadelle, c'était aussi une occasion de dézoomer et de faire rentrer le territoire dans le centre-ville sur ce patrimoine. Voilà, et donc comme on le disait, ensuite la question du très grand territoire, du bassin de vie, et puis aussi de l'environnement urbain vraiment à proximité. Donc la citadelle, elle est ici. Vous avez tout cet enchaînement de plages au sud. On est aussi au nord, bordé par des ports de plaisance qui finalement coupent un peu la ville
de la mer. Donc finalement, la citadelle, c'est aussi le seul accès à la mer depuis le centre-ville. C'est aussi quelque chose qu'on valorisera plus tard dans les programmes. Et puis, ce qu'on a aussi mis en lumière, c'est qu'on a des quartiers aujourd'hui qui communiquent assez peu. Et pour nous, la piste aussi de programmer des équipements publics de proximité sur la citadelle, ça pouvait aussi, d'une part, amener des publics qui ne seraient pas véhiculés parce qu'ils viendraient à pied et donc du coup régler un peu des problématiques de congestionnement automobile sur le centre-ville. Et aussi, ça pouvait amener à faire dialoguer justement des populations et des quartiers qui aujourd'hui étaient qui fonctionnent assez en silo. Ça, c'est pour l'approche territoriale qui est toujours notre point d'entrée. Après, je vais passer rapidement, on vous a mis quelques exemples de zones thématiques pour le diagnostic. Donc là, encore une fois, on a cette triple approche en entonnoir sur des fonctions qu'on appelle extraordinaires, donc plutôt tourisme, culture, patrimoine. Voilà, notamment le fait qu'Ajaccio, c'est la 3e destination corse, mais c'est aussi plutôt une ville de transit vers le sud et vers les richesses du reste de la Corse. Donc comment capter justement les touristes sur une longue durée. Également un enjeu sur le tourisme d'affaires avec la ville qui est quand même qui accueille 50% des rencontres professionnelles à l'échelle de la Corse, mais qui est aussi carencée en lieux d'accueil un peu qualitatifs patrimoniaux. Donc ça, on s'est posé cette question-là. Je rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment aussi voilà, de l'analyse de data à large échelle. La culture aussi, évidemment, un manque sur la Corse de lieux de création, de diffusion. Donc nous, forcément, sur le sujet culturel, on s'est posé la question de la muséologie en lien avec le site en lui-même et son histoire. Mais finalement, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un enjeu sur vraiment aussi l'accompagnement des artistes, des lieux d'accompagnement, de création, de diffusion. Et puis, on a questionné des fonctions plus ordinaires. Comme l'immobilier d'entreprise, assez classiquement, on a une ville-centre qui concentre les emplois, mais avec 40% d'emplois publics. Donc on s'est demandé comment on pouvait diversifier l'emploi privé. On s'est rendu compte qu'il y avait une carence en immobilier, notamment artisanaux. Donc c'est une piste qu'on a pas mal creusée. On s'est rendu compte aussi que le tertiaire, il sortait plutôt en périphérie. Donc avec l'enjeu de ramener les actifs et les familles en centre-ville, on s'est aussi posé la question d'avoir du petit tertiaire sur la citadelle. On a questionné aussi la question de la formation. On s'est rendu compte qu'on avait 5000 Ajacciens qui étaient âgés entre 18 et 25 ans, donc en âge a priori d'étudier, mais seulement 400 étudiants inscrits sur l'agglomération, avec plusieurs filières, notamment artistiques, qui étaient carencées, et puis qu'on n'avait aucun hébergement étudiant sur la communauté d'agglomération. Donc là aussi, c'est des programmes qu'on a trouvé intéressant d'étudier. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la question des équipements, des services publics, on s'est rendu compte qu'il y avait des carences en place, notamment petite enfance sur la crèche, une carence en lecture publique avec des médiathèques, des pistes de programmes sur de la lecture publique. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a questionnées sur la citadelle. Juste pour compléter sur Ajaccio avant d'enchaîner sur Saint-Dizier, il y a peut-être, c'est une hypothèse que je vous soumets, il y a peut-être, souvent quand on parle de patrimoine et quand on n'a pas montré de photos, mais c'est vrai que l'écrin architectural de la citadelle à Ajaccio est à couper le souffle. Il y a l'hypothèse que ce type de bâtiments extrêmement puissants peuvent porter naturellement ou presque même exclusivement une vocation culturelle et touristique. On a peut-être dans notre inconscient collectif un tas d'exemples de sites historiques comme ça qui ont été reconvertis vers ces usages-là. Donc, il y aura évidemment cette vocation-là ou ces vocations-là dans le programme final de la Citadelle, mais notre travail, aussi alimenté par le motto un peu politique qui est quand même présent dans cette commande, a été justement de voir est-ce qu'on ne pouvait pas aller au-delà et diversifier les vocations sur lesquelles la Citadelle pourrait se positionner, toujours pour venir répondre à cette logique de besoin. Et évidemment, là, on est tous azimuts et on égrène et on fonde des pistes programmatiques possibles. Mais évidemment, on ne pourra pas tout faire parce qu'il n'y a pas forcément à la fois suffisamment de place et que les bâtiments, dans leur qualité
mais aussi leurs contraintes architecturales ne permettent pas de tout accueillir dans des bonnes conditions. Donc voilà, il y a cette idée de diversifier et d'élargir le spectre dans un premier temps pour ensuite le faire atterrir en intégrant à la fois la question économique, mais aussi la question évidemment architecturale. Parce que voilà, derrière, c'est aussi une question politique. La question du programme, c'est une question politique. Et il y avait des mots d'ordre, parfois contradictoires. On veut une grande place rayonnante, touristique, mais aussi une place de village pour les Ajacciens. Alors, ce n'est pas en soi forcément contradictoire, mais ça montre que d'emblée, quand on veut faire quelque chose de micro-local et quelque chose de rayonnant, ça veut dire qu'on va devoir diversifier à la fois les programmes et les vocations. Donc ce travail est en cours voilà, il y a cette dimension culturelle et patrimoniale, mais aussi des fonctions ou des vocations plus quotidiennes. Saint-Dizier, c'est une autre histoire. La question patrimoniale est peut-être plus en filigrane, mais elle est intéressante parce que c'est à la fois l'histoire et le futur de Saint-Dizier. Donc Saint-Dizier, c'est en Haute-Marne, c'est dans l'est de la France, et c'est une histoire absolument remarquable et un rapport avec Paris extrêmement fort, puisque les fontaines Wallace, les bouches de métro Guimard ont été toutes produites à Saint-Dizier. Donc il y a une tradition de la fonderie d'art, avec des maîtres forgerons et un savoir-faire absolument incroyable. Il y a toujours une entreprise qui fait toujours les fontaines Wallace et qui par ailleurs va faire les nouvelles entrées du Grand Paris Express. Donc il y a toujours cette tradition qui se produit. Et il y a cette relation au bassin parisien qui est extrêmement forte et pas seulement sur ces questions patrimoniales. Donc Saint-Dizier, c'était vraiment un territoire extrêmement puissant, riche, industriel, avec 40 000 habitants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, la désindustrialisation qui aussi est un phénomène qui libère du patrimoine ou qui pose la question de la reconversion de ces anciens sites industriels qui sont parfois patrimoniaux, a posé quelques problèmes et a fait entrer Saint-Dizier dans une période un déclin, même si le mot est un peu fort, avec des plans sociaux et avec l'ensemble des stigmates des centres urbains de villes moyennes que l'on peut connaître, à la fois une baisse des habitants, mais aussi une désaffection du commerce, évidemment favorisée par l'ouverture de zones périphériques. Donc ça, c'est l'état aujourd'hui, et en 60 ans, on est passé de 40 000 à 20 000 habitants. Donc ça, c'est une entrée extrêmement importante parce que derrière, la question, c'est celle du rebond. Et à la faveur il y a un nouveau maire qui est arrivé, qui a 33 ans, qui est extrêmement dynamique, et qui développe un projet qui s'appelle Révéler Saint-Dizier, et dans lequel le patrimoine a son rôle à jouer, mais c'est évidemment pas le seul, puisqu'il est obligé là aussi d'avoir une stratégie un peu tous azimuts. Donc de nouveau une petite incise sur la question du grand territoire. Donc vous voyez Saint-Dizier, c'est ce qu'on appelle le caillou dans la forêt. Donc c'est un hinterland extrêmement forestier et agricole. C'est une situation quand même d'enclave ou de desserte territoriale grande échelle assez problématique. Le train vers Paris est moins performant qu'il y a 15 ans. Il n'y a pas forcément le bouclage autoroutier qui va bien, mais quand même, ce qui est intéressant aussi, c'est que Saint-Dizier, je l'ai dit, c'est 40 à 20 000 habitants, mais c'est un bassin de vie ici de 110 000 habitants, avec l'idée de la coopération interterritoriale qui se produit entre Vitry-le-François, Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Donc en fait, le projet de centre urbain mobilisant du patrimoine, il va aussi pouvoir se reposer sur ce bassin de population. Donc évidemment, quand on réfléchit à 110 000 habitants ou à 20 000 habitants, c'est pas la même chose, mais c'est extrêmement important de montrer il faut dézoomer de ce point de vue-là. Alors, ils ont déjà fait des choses dans le centre-ville. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une stratégie extrêmement volontariste d'investissement du patrimoine et des friches par les équipements publics. Donc, on a ici la tour Mico. Donc, les glaces Mico viennent de Saint-Dizier, créées par un immigré espagnol dans les années 30. Et à partir donc l'usine Mico est toujours à Saint-Dizier, mais est partie se mettre en périphérie. Le bâtiment a été reconverti pour faire un cinéma. Il y a un centre nautique ici au bord du canal.
Ça, c'est une réalisation grâce au programme Action Cœur de Ville d'un très beau marché qui a fait les choux gras de la presse architecturale. Et tout ça montre qu'aujourd'hui, ce travail sur les équipements publics polarisants, donc qui créent de la destination, se retrouve aussi dans les flux du centre-ville. Donc ça, c'est des applications MyTraffic, hein, où on peut voir les parcours piétons. Donc ça, c'est un vrai sujet de pouvoir inscrire le centre-ville à l'échelle de ce grand territoire en y positionnant des grands équipements, souvent publics, il faut le dire. Et donc demain, effectivement, Saint-Dizier, c'est quoi? Donc il y a un projet urbain qui tente de révéler ici le tracé des anciens remparts. Il y a des remparts qui sont des parties de remparts toujours existantes et qui sont magnifiées dans le cadre du projet. Et vous voyez que le bleu, là, c'est l'ensemble du foncier en friche. Donc c'est un centre-ville qui s'est largement dédensifié humainement et physiquement. Mais c'est aussi, de fait, un potentiel de projet absolument inouï, puisqu'on a à peu près 12 hectares en centre-ville, prêts à urbaniser. Et puis les points, ce sont des bâtiments avec des caractères patrimoniaux parfois contrastés, mais en tous les cas, il y a l'idée de mobiliser ces bâtiments et pas seulement de produire une opération d'aménagement un peu lambda avec quelques lots de logements. Donc ça, c'est l'idée, et on reviendra après sur les projets tels qu'ils ont été développés sur ce périmètre. Et puis du coup, le troisième site à l'étude, donc la commune de Villers-Bretonneux dans la Somme. Du coup, on a fait une étude de programmation sur la reconversion d'une friche industrielle. C'est la plus petite des villes à l'étude, mais pourtant c'était quand même une ville assez dynamique dans le sens où finalement, alors c'est une ville qui n'appartient pas à la métropole amiénoise. C'était dans une agglomération vraiment limitrophe. Néanmoins, c'est une agglomération qui accueille aussi en partie le desserrement de la métropole amiénoise. Et la commune de Villers-Bretonneux que vous voyez ici, finalement vient concurrencer aussi petit à petit le pôle historique de la commune de Corbie-Fouillois, qui était la ville-centre, qui a finalement qui est plus pourvue du coup en petits logements aussi, qui a un centre-ville constitué plus ancien, quand Villers-Bretonneux peut aussi accueillir ce desserrement de la métropole amiénoise via des fonciers nus qui accueillent aussi la construction de maisons individuelles, etc. Donc il faut aussi savoir que c'est quand même justement une commune qui est directement sur l'autoroute A29, aussi sur une ligne de TER qui mène jusqu'à Amiens, donc en 30 minutes accessible depuis Amiens, et donc quand même aussi, c'était aussi quelque chose qui était intéressant d'un point de vue marché de l'emploi, etc., de se dire ce positionnement proche d'Amiens, est-ce que ça questionne que les fonctions résidentielles en termes de justement de desserrement, ou est-ce que ça peut aussi questionner d'autres fonctions, notamment économiques? Et puis plus particulièrement, le site de la friche Maïcotte, pour nous, avait aussi un positionnement assez stratégique au sein de la commune. Donc vous voyez le centre urbain qui est assez resserré, avec quand même une périurbanisation notamment économique au bord de l'autoroute, avec ici une zone d'activité, avec notamment de l'activité tertiaire qui se déplace sur cette zone périphérique, un projet de parc d'attractions un peu bancal, dont on doute qu'il voit le jour, mais en tout cas une dynamique très claire aussi de décalage de l'activité en dehors de la commune. Et donc pour nous, un intérêt aussi de faire de la friche Maïcotte justement un point de captage de cette dynamique de la commune pour aussi revitaliser le centre-ville. Et donc on était quand même à la jonction entre justement la D129, une piste cyclable qui menait justement au pôle historique de Corbie, et puis quand même à proximité de ce qu'on voit en jaune ici, tout ce qui est vraiment cœur commercial et équipé du centre-ville. On reviendra dessus après, mais on avait aussi un site qui était à la jonction vraiment immédiate de fonctions résidentielles de type pavillonnaire, ici d'un stade de foot. Donc après, quand on vient justement regarder l'atterrissage des programmes, des pistes de programmes, c'est des adressages qu'on va vraiment regarder en précision pour justement avoir aussi une compatibilité de ces usages-là.
encore quelques exemples de zones thématiques où on a essayé de questionner chaque fonction territoriale, mais d'un point de vue contextualisé. Il y avait là aussi un intérêt touristique sur la commune de Villers-Bretonneux. D'une part parce qu'on se situe sur, vous voyez toutes les petites étoiles, ce sont des sites historiques de mémoire de la Grande Guerre. On est dans la Somme, donc là encore un intérêt touristique sur ce point de vue-là. Et puis on était aussi à proximité d'un mémorial australien avec une forte venue d'Australiens tous les ans. Et c'est quelque chose qui marque assez l'identité de la commune. On a le logo de Villers-Bretonneux, c'est un kangourou. Le centre sportif, c'est le Koala Club. Et donc, on a aussi creusé cette piste-là parce qu'on savait qu'on avait une très forte venue d'Australiens tous les ans, notamment 50 000 visiteurs, mais en période Covid, donc plus avant, et très peu d'offres d'hébergement touristique. Et donc, un intérêt aussi peut-être à capter cette clientèle-là sur la communauté d'agglomération et pas simplement sur Amiens. Voilà, aussi évidemment la question du logement, on le redit, mais la maîtrise d'ouvrage c'était un bailleur social, donc c'était quand même le tropisme premier. Je ne reviens pas dessus, mais une très forte construction de maisons individuelles qui du coup a créé de la vacance dans le centre. Donc là aussi, la friche Maïcotte, un levier pour justement venir redensifier le centre, recréer peut-être des petits logements. Et puis surtout, on voyait un fort déficit en logements sociaux. Et pourtant une population aussi fortement composée d'employés ou d'ouvriers, et donc un intérêt aussi à maintenir cette population sur place et pas simplement à la déplacer avec une trop forte construction de logements libres et justement le desserrement de la métropole amiénoise. Donc comme notre maîtrise d'ouvrage c'était un bailleur social, ça facilitait le projet, mais donc un vrai enjeu sur le logement social à ce niveau-là. Et puis, là encore, quand même, un intérêt pour nous de pas simplement mettre du logement, mais aussi venir participer à la création d'un véritable quartier qui revitalise le centre-ville. On a questionné la question des équipements sportifs. On avait notamment ce terrain de foot au nord qui ne disposait pas de vestiaire, qui était très fréquenté. Donc un intérêt peut-être à venir étudier une petite programmation équipée au nord, et puis un centre d'haltérophilie assez réputé qui était à l'étroit, qui a participé aux Jeux Olympiques, et qui était assez à l'étroit dans un patrimoine, enfin dans une salle de la commune en centre-ville, et donc un intérêt aussi peut-être à déplacer ce centre sur la friche Maïcotte et aussi du coup à libérer un foncier communal en centre-ville. Et enfin, du coup, la question économique, juste très rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, mais donc du coup, un positionnement d'immobilier tertiaire qu'on voyait se positionner en ZAE, une identité assez productive avec quand même 20% d'emplois industriels encore sur la commune. Nous, on avait un patrimoine là qui justement était industriel, donc on s'est demandé comment justement ce patrimoine-là, il pouvait continuer d'accueillir des usages industriels, mais peut-être plus sur des petites typologies de type artisanal pour justement mieux convenir au contexte d'un centre urbain. Donc simplement, peut-être passer rapidement sur la conclusion, mais tout ça pour dire qu'on voit que les grandes questions qui nous ont animés sur l'étude du contexte territorial, elles nous ont permis petit à petit d'atterrir sur les pistes programmatiques qui sont finalement divergentes. Si on zoome sur les pistes programmatiques sur Ajaccio, comme le disait Bruno, on a pu chiffrer un besoin de programmes qui vont venir vraiment marquer la citadelle comme un lieu exceptionnel de rayonnement pour vraiment avoir ce tropisme d'une citadelle comme un lieu extraordinaire avec une valeur symbolique importante qu'on va venir valoriser avec des programmes de type culturel ou d'hébergement touristique. On a aussi pu chiffrer des programmes plus du quotidien avec de l'hébergement, des équipements de proximité. Et puis quand on pose la question des programmes, ça pose la question derrière de masse critique par programme. Si on parle par exemple d'hébergement étudiant, on sait que par exemple on va avoir une difficulté d'avoir un opérateur si on a moins de mètres carrés. Donc ça aussi c'est des choses qu'on a derrière croisées avec justement les capacités des sites. C'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Donc sur Saint-Dizier, c'était un peu la même logique, mais à la fois multisite et sur une emprise plus grande. Donc il y a une opération d'aménagement en cours qui va agréger, qui va permettre de greffer des lieux patrimoniaux. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir produire un cadre un peu stratégique, déjà vocationnel, et ensuite de le faire atterrir au travers du projet
à la fois urbain et architectural sur les différents sites. Donc l'idée, c'est quand même de dire qu'à Saint-Dizier, comme dans l'ensemble des villes moyennes, la question du quoi, donc c'est-à-dire les vocations, elle est indispensable ou indissociable de la question du comment. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite qu'il ne suffit pas de décréter, comme dans un contexte métropolitain, mais il s'agit aussi et surtout de voir comment la programmation qui peut être développée peut sortir. Donc on verra sur le logement, on avait aussi mis en place une démarche de sourcing, en tout cas d'association des opérateurs à la précision d'une programmation logement qui, dans un contexte de marché logement un peu compliqué, était absolument essentielle. Et puis, il y a la question donc, du flux et du présentiel. Donc, la stratégie par les équipements publics de rayonnement qui consiste à créer un lieu de destination au centre-ville de Saint-Dizier doit être complété aussi par la densification ou le retour des habitants en centre-ville, ce qui est aussi un des motifs d'intervention, me semble-t-il, de l'Action Cœur de Ville et de l'ensemble des programmes dans lesquels un certain nombre d'entre vous travaillent. En tous les cas, il faut jouer sur les deux tableaux. Et donc, voilà, il y avait la question de la destination et des proximités également à conforter. Il y avait la question de l'emploi et de la formation aussi à développer. Il y avait la question du logement, je l'ai dit, et puis l'idée qu'on puisse inscrire aussi ce projet dans un contexte ou dans un cadre des transitions qui nous appartient de définir pour aller un peu au-delà du slogan. Donc là, vous voyez qu'on est clairement multifonctionnel, qu'on est sur des vocations pas toujours extraordinaires, hein. On est sur des besoins classiques des territoires, mais il nous semble aussi que le patrimoine peut répondre à ces besoins ordinaires, qu'il soit le patrimoine ordinaire ou extraordinaire. Mais en tous les cas, il est aussi là, comme d'autres types de supports, comme une opération d'aménagement plus classique, pour répondre à ces besoins, dans l'idée de produire aussi de la mixité fonctionnelle. Et puis rapidement, du coup, sur Villars-Bretonneux, en termes de pistes programmatiques, là, on avait évidemment un grand enjeu autour du logement. Là, vous voyez qu'on a fait un peu correspondre les pistes programmatiques avec déjà les adressages des bâtiments. Donc, ce qu'on a orienté comme logement. Finalement, la tâche, on verra qu'elle a pris une plus grande part du site parce que c'était aussi non seulement la compétence du maître d'ouvrage, mais aussi une question de péréquation économique de l'opération, mais on y reviendra plus tard. On avait aussi du coup ce volet plutôt hôtellerie, restauration, mais aussi petit artisanat qu'on est venu plutôt orienter vers justement l'entrée de ville qui est le long de la départementale pour avoir plus de visibilité. Et puis tous ces besoins aussi en équipement qui répondent aux besoins actuels, qui peuvent aussi répondre aux besoins des futurs habitants du site. Donc on a parlé de la relocalisation du Koala Club, de vestiaires pour le stade de foot. Tout ça, on est venu plutôt l'orienter vers la partie est du site qui elle-même était déjà en fait adressée directement sur des équipements. Ça nous permet de faire la liaison avec justement la question du déterminisme de site et finalement de l'adéquation programme bâti. Comment on va venir faire avoir une adéquation entre ces grandes orientations, ces programmes qu'on est venu chiffrer en termes de mètres carrés, en termes de quantité, et finalement comment on va essayer de voir s'ils peuvent ou non atterrir sur le site et s'il faut peut-être les moduler justement, et comment on va ensuite avoir des allers-retours. Donc finalement pour nous c'est la question un peu du bon programme au bon endroit. On va se poser la question pour ça, on a déjà un petit peu parlé, mais de l'adressage des bâtiments. Est-ce qu'on est en entrée de ville? Est-ce qu'on a une proximité à d'autres fonctions, etc. Mais il y a aussi justement la question de la contrainte des bâtiments en eux-mêmes. Ça, c'est vraiment une question spécifique à la réhabilitation du patrimoine parce qu'on fait avec un déjà là. Donc, on va aller regarder la hauteur sous plafond de chaque étage des bâtiments, s'il y a plusieurs étages, si les planchers sont justement ont des capacités portantes importantes. Ça va aussi orienter si on va y positionner du logement ou de l'activité économique. Et puis, il y a aussi cette question quand même de la valeur symbolique et patrimoniale qu'on garde en tête, qui va peut-être orienter à l'échelle d'un site des programmes un peu ordinaires sur certains bâtiments et des programmes plus
plus extraordinaires, justement, de type muséologie, etc., sur d'autres bâtiments qui ont une valeur plus importante, tout en sachant que pour nous, la mise en valeur d'un patrimoine, elle peut être directe, justement, avec un programme de type muséologie, mais elle peut aussi être indirecte avec, par exemple, un programme public qui soit ouvert au public, qui garantisse l'accessibilité du lieu et qui, du coup, le mette aussi en valeur de façon un peu indirecte. La citadelle, donc on en a un petit peu parlé, c'est une citadelle génoise qui du coup est composée d'une vingtaine de bâtiments. Donc pour nous là, il y avait vraiment un peu une question de jeu de chaises musicales, de faire correspondre les pistes programmatiques avec ces bâtiments-là, qui en fait ont tous des contraintes particulières parce qu'ils avaient des fonctions divergentes et aussi parce qu'ils n'ont pas forcément été tous construits en même temps. Donc là, on vous a mis un peu les 4 bâtiments, les 4 pièces maîtresses du site. On voit d'ores et déjà que on a certains bâtiments qui vont être voûtés, certains bâtiments qui ont de nombreux étages, certains bâtiments qui avaient des fonctions de stockage, donc qui vont pouvoir accueillir des charges assez lourdes. On avait des bâtiments qui avaient des fonctions plutôt d'habitation ou de tertiaire, enfin en tout cas de bureaux. Donc là, c'est plutôt des capacités portantes qui vont être plus légères. Et puis, nous, quand même, la question sur la citadelle, c'est qu'on avait autant de surfaces bâties que de surfaces non bâties, justement, de surfaces extérieures, environ 10 000 m², avec là aussi des ambiances bien différentes entre une place haute, une place basse, donc sur lesquelles les bâtiments sont vraiment adressés, mais aussi une enceinte urbaine faite de remparts, sur laquelle certains bâtiments s'adressent, aussi une question de bastions, qui sont vraiment en hauteur, qui s'adressent sur l'ancienne ville et qui peuvent être aussi considérées comme des surfaces constructibles. Et puis une question de douves aussi, qui là sont en contrebas de la citadelle. Mais donc la question de la programmation, elle s'est aussi posée sur cette adéquation entre programme bâti et programme non bâti. Voilà, puis rapidement, on avait aussi, d'ores et déjà, on voit qu'en fait, on a des bâtiments qui sont assez peu capacitaires en termes de surface. Par exemple, on avait fléché, nous, des programmes qui ne pouvaient pas fonctionner en dessous de 1000 m², donc une petite dizaine. Et finalement, vous voyez qu'on n'avait que seulement 4 bâtiments qui faisaient plus de 1000 m². Donc d'ores et déjà, ça oriente vers des choix à faire. Et ces choix, on est obligé de les faire dans une logique d'ensemble pour quand même que les programmes puissent être compatibles entre eux. Et puis il y avait aussi la question de l'adressage de chaque bâtiment entre ceux qui donnent sur la mer, ceux qui donnent sur le port, ceux qui donnent sur le centre-ville. Ça va pas forcément être les mêmes publics qui vont arriver directement sur ces bâtiments-là, et ça oriente là aussi la question des programmes qu'on va y faire atterrir. Juste un petit zoom sur un bâtiment, la manutention, qui était du coup un bâtiment notamment de réparation, de stockage de véhicules militaires au rez-de-chaussée, qui du coup est voûté au rez-de-chaussée, qui ensuite avait 2 étages, mais dont certains avec des hauteurs de sous-plafond assez basses, assez contraintes. Nous, on est venu justement proposer un programme assez mixte qui puisse venir à la fois répondre aux besoins dont on a parlé en termes de petits locaux tertiaires, de petits locaux artisanat, d'animation, et qui en même temps du coup s'adapte aux différentes particularités architecturales de chaque étage, donc à savoir notamment plutôt de la formation, des ateliers d'initiation, de la vente directe de produits artisanaux en rez-de-chaussée qui peuvent justement bien profiter des grands espaces voûtés au rez-de-chaussée. Au premier étage, là, des petits ateliers artisanaux qui justement profitent là aussi de la capacité importante justement du premier étage. Et puis en revanche, là, des petits locaux de bureaux au 2e étage. Donc là, on voit que ce programme-là, il vient justement à la fois s'adapter aux capacités du site, mais aussi répondre aux besoins dans une logique un peu systémique sur le volet un peu créer, vendre, se former, et puis aussi quand même avoir des fonctions un peu plus tertiaires. Sur Saint-Dizier, il y a deux programmes qui vont atterrir. Donc, un programme public, une nouvelle fois. Donc, on poursuit la tradition que j'ai pu évoquer. Donc, une médiathèque. Et puis, une question de produire un totem économique à destination du monde économique et qui répond à l'ensemble des enjeux un peu économiques de ce territoire, à la fois sur la création d'entreprises et la formation. Je ne vais pas m'étendre outre mesure là-dessus. L'idée, là, c'était de pouvoir magnifier un peu le rempart et de considérer que le rempart pouvait être une plateforme
sur laquelle on viendrait poser la médiathèque, mais aussi quelque chose qui permettait de gérer un niveau haut et un niveau bas. Donc ça, c'était l'idée de départ. Alors, on travaille évidemment sur un programme, ou ici vraiment un pré-programme, un peu fabriqué à la hache, mais qui donne déjà des premières entrées à l'architecte urbaniste qui est mandataire du groupement, donc de Villers et associés. Et l'idée, voilà, c'est de voir comment le programme peut venir s'installer sur ce rempart. Alors évidemment, dès lors qu'on parle de patrimoine, quand même, il y a des questions techniques. Donc là, il y avait une question de portance et de géotechnique sur la capacité du rempart qui a été remblayé depuis à porter un bâtiment quand même relativement lourd. Et puis il y a la question archéologique. Donc ça, c'est pas tant une question de faisabilité, mais c'est plutôt une question politique avec la question du temps nécessaire pour réaliser les fouilles et l'impact sur le calendrier politique, puisqu'en général, il est communément admis qu'on veut livrer des bâtiments publics avant la fin du mandat. Donc, il n'est pas certain, in fine, que la médiathèque atterrisse sur le rempart. Et puis après, donc là, plutôt dans un registre de patrimoine ordinaire. Donc, vous voyez ici le site de l'opération d'aménagement avec ses vides. Alors c'est parfois un peu comme les images de Détroit. Il y a vraiment du parcellaire, des voiries, mais plus de bâtiments. Mais il reste ce bâtiment. Et c'est un bâtiment France Télécom avec un central téléphonique en sous-sol qui pose d'ailleurs des problèmes de reconquête ou de changement d'usage de ce bâtiment, mais c'est quand même 5000 m² de plateau largement exploitable, avec un toit éventuellement aussi exploitable. Donc l'idée, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller dans la fabrication programmatique de ce totem, donc en lien avec la question économique. On est proche de la gare, mais on est aussi en centre-ville, donc c'est aussi se dire que ce patrimoine a aussi une vocation pour considérer que le centre-ville est un site d'atterrissage au travers de ces bâtiments pour lutter contre l'expansion périphérique, notamment économique. Donc peu importe le programme, là, alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, il présente beaucoup de contraintes techniques et que les opérateurs aujourd'hui se sont penchés sur la question et que, a priori, ce totem économique ne se fera pas là ou ne se fera pas du tout. Donc c'est aussi la vie d'un projet, c'est que les programmes sont élaborés, sont validés, sont testés, et puis on y renonce. Donc ça montre aussi l'intérêt quand même de pouvoir sourcer en parallèle que de programmer pour voir si ça se fait, même si c'est un territoire extrêmement complexe. Parce que il y a des, enfin voilà, ce programme c'est un temps long, hein, c'est un an et demi d'études, et des acteurs comme l'UIMM. Donc l'UIMM, c'est le syndicat des industries de la métallurgie, qui est très puissant sur le secteur, était pressenti pour venir occuper une grande partie du bâtiment pour faire de la formation. Sauf qu'il a décidé plutôt que d'attendre, de se mettre sur un bâtiment dont il est propriétaire au pied de la gare. Voilà. Donc c'est ça aussi c'est aussi la capacité et la question de la gouvernance à faire projet qui permet de faire sortir aussi des projets. Voilà. Mais par ailleurs, après, la question du coworking, qui est souvent mobilisé comme un modèle économique, la question de l'hôtellerie ou de l'hébergement associé, tous ces projets un peu hybrides qu'on voit développer dans les cœurs de métropole, dans les territoires comme Saint-Dizier, c'est un peu compliqué, c'est un peu court. Voilà. Et rapidement, du coup, sur le site de Villers-Bretonneux, il faut savoir qu'en fait, il y avait une étude qui avait été menée par le Grand Amiénois, justement sur les friches du Grand Amiénois, qui avait amené à la rédaction d'une OAP qui visait la réhabilitation et la conservation de ces deux bâtiments, qui en fait étaient les anciens bâtiments plutôt administratifs de l'usine, ainsi qu'un mur ici qui longeait cette rue. En revanche, tous les anciens vraiment sheds artisanaux qui accueillaient les fonctions productives n'étaient pas fléchés pour être conservés initialement. Il faut aussi savoir que c'est un site qui était pollué de par ses fonctions justement industrielles, donc avec des spots de pollution comme ça, qui vont aussi du coup orienter le positionnement des programmes par la suite. Notamment, on va plutôt positionner l'activité économique artisanale sur un spot pollué que du logement, parce que ça va générer des frais de dépollution, ou en tout cas c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans l'économie globale du projet.
Donc quelques photos, c'était quand même un site à l'inverse de la citadelle d'Ajaccio qui était en friche, en fait inutilisé depuis déjà les années 80. Donc là aussi, ça veut dire qu'on avait des états de dégradation assez avancés, quand même divergents selon les bâtiments, mais de fait un coût de réhabilitation aussi qui était assez important, ce qui diverge de patrimoines qui ont été occupés jusqu'à il y a peu et qui du coup sont en meilleur état. Donc voilà, c'était assez intéressant. C'était vraiment une usine qui est partie un peu du jour au lendemain, donc avec aussi un enjeu à vider un peu tout le matériel qui était sur place encore dans les différents sheds. Juste un petit exemple, on avait parlé par exemple d'une piste de programme d'hôtellerie. Il y avait notamment une demande un peu pour une hôtellerie assez haut de gamme. Là, juste un exemple d'adéquation de programme bâti. On voyait que la circulation qu'il y a dans le bâtiment jaune à conserver, l'ancien bâtiment administratif, finalement, elle est décalée. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des chambres de chaque côté qui soient de la même taille. Et donc ça, de fait, ça faisait qu'on ne rentrait plus dans les standards d'un hôtel haut de gamme qui ont des critères spécifiques. Donc là, typiquement, on orientait plus vers des petits hôtels de type logis hôtel, etc. Et donc là, ça reposait la question du portage, du marché. Et ça, on le verra, ça orientait justement le programme vers un programme sans hôtellerie. Voilà, on a fait cette adéquation de programme bâti entre aussi, par exemple, la question de l'équipement. On voyait que si on voulait positionner l'entièreté des besoins équipés entre vestiaires de foot, koala club, etc., il fallait forcément faire une extension sur le bâtiment qui était visé initialement pour accueillir ça. Et puis surtout, ce qui était intéressant pour nous, c'est que on l'a vu, les sheds, ils n'étaient pas visés pour être conservés. Nous, on a reposé quand même la question de l'artisanat. Et donc, on a fait des petites faisas aussi dans une partie des sheds, en montrant que, en fait, selon la taille de shed qu'on conservait, on pouvait avoir des activités plus ou moins importantes, et donc plus ou moins génératrices de nuisances. Finalement, la crainte de la commune, c'était d'avoir des nuisances artisanales à proximité de logements. Donc, on a aussi fait des petites faisas architecturales pour montrer que si on avait telle conservation de shed, on avait du coup telle taille de cellule et du coup tel potentiel porteur de projet qui allait s'installer. Ouais. Donc la troisième partie, c'est justement la question de comment faire projet. Ça pose la question de comment on va venir justement faire converger les ambitions urbaines, l'échelle de réponse aux besoins qu'on s'est posé au départ. Évidemment, la question de la spécificité de chaque bâtiment. Et donc là, on vient déjà de travailler cette adéquation entre programme et bâti. Et après, on va venir poser la question justement de la capacité des acteurs à porter ces programmes. Et ça va venir re-questionner l'adéquation de programme bâti sur les sujets de coûts de réhabilitation, de typologie de montage, etc. Et puis, au-delà de cette capacité des acteurs à porter les programmes, on va aussi se poser la question, quand on est à l'échelle d'un site en lui-même, donc par exemple la citadelle d'Ajaccio ou de Villers-Bretonneux, comment les différents programmes qu'on va venir positionner sur le site, ils peuvent aussi avoir une péréquation entre eux, à la fois sur les questions d'animation, mais à la fois sur les questions économiques. Je passe rapidement, mais donc l'étude en cours sur Ajaccio, elle est justement encore en cours. Nous, on a pour aider justement cette prise de décision, on a mis en place différents scénarios qui visaient plutôt une logique de réseau et de vitrine, de fonctions extraordinaires, ou qui visaient plutôt une logique de développement territorial, de fonctions plutôt endogènes. L'idée étant bien évidemment toujours après de venir potentiellement combiner ces deux orientations un peu tranchées. Et c'est justement en venant combiner ces orientations un peu tranchées qu'on peut trouver une animation du site et une logique d'externalité positive entre chaque programme. Là, on a mis un zoom sur le côté un peu animation, hybridation des fonctions. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que le fait de positionner à la fois des programmes plutôt culturels, des programmes plutôt d'activité économique, des programmes d'hébergement touristique, des programmes plutôt du quotidien avec de la restauration, etc., ça permettait d'avoir des logiques de parcours visiteurs entre les habitants, les actifs, les touristes, etc., qui permettaient en fait finalement une occupation du lieu toute l'année, en journée, en semaine, le week-end. Donc déjà d'une part, qui avait cette hybridation des fonctions ordinaires et extraordinaires, elle permettait déjà d'avoir une animation du site un peu quotidienne. Et par ailleurs, elle permettait aussi justement potentiellement d'avoir une péréquation économique en matière de
d'opération. On sait que sur le site de la Citadelle, il y a une concession d'aménagement sur 25 ans avec des loyers aussi à récupérer pour venir compenser les investissements qui ont été faits par l'aménageur. Et justement, le fait de venir positionner à la fois un musée, mais aussi de l'hébergement touristique, du tertiaire, etc., ça permet d'avoir une faisabilité de l'opération à large échelle. Et simplement un dernier mot pour dire que dans cette logique aussi d'ensemble, on va potentiellement venir questionner l'adaptabilité du patrimoine. Donc là, dans cette logique d'ensemble, par exemple, on a proposé de démolir les bâtiments qui étaient les moins qualitatifs de façon d'un point de vue patrimonial pour justement accueillir les programmes les plus contraints, tels que par exemple une salle de spectacle ou en tout cas un programme qui va avoir besoin d'un écrin neuf. Et puis sur des plus petites échelles, on a aussi en revanche programmé des adaptations un peu plus à la marge de certains bâtiments. Typiquement sur la manutention dont on parlait tout à l'heure, on a proposé une extension avec un monte-charge pour les artisans. Donc il y a aussi deux échelles d'adaptabilité du patrimoine qui peuvent garantir sa pérennité et l'adaptation des programmes. Donc sur Saint-Dizier, la question du faire projet, c'était notamment autour de la question du logement, alors qui concerne moins directement le patrimoine, mais qui concerne les friches de centre-ville. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de marché pour le logement libre, il n'y a pas de prix de référence. Donc on a travaillé sur des simulations de prix de sortie au regard du revenu des ménages locaux. On regarde aussi quand même des sujets... peut-être un peu des signaux faibles, mais il y a 400 maisons aujourd'hui occupées par des ménages qui ont plus de 65 ans. On peut imaginer que c'est dans 10 ans des ménages qui vont avoir d'autres besoins résidentiels et qui pourront libérer ces maisons. Donc c'est aussi le rapport entre une opération qui va produire forcément un peu de neuf et les flux au sein du patrimoine bâti existant, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire. Mais ça c'est un travail qui s'est fait avec les opérateurs. Donc les opérateurs sont venus une journée à Saint-Dizier, on leur a montré le projet et une discussion sur les contours économiques de la réalité d'une programmation de logement libre sur le site de Saint-Dizier. Ce qui est intéressant à Saint-Dizier, même si ça met un peu de temps à se concrétiser, c'est la référence aux IBA allemandes. Donc ça, c'est l'exemple de l'IBA de Lemscher Park, que vous connaissez sûrement. Et qui est pour nous un exemple remarquable d'articulation entre le grand territoire, le temps long et le patrimoine. Le Lemscher Park, c'est 90-2000. C'est un livre blanc qui donc affirme une stratégie de reconquête d'un territoire dans une situation post-industrielle un peu délicate. C'est des appels à projets qui sont lancés sur 140 sites avec des effets de levier recherchés sur des économies publiques-privées. C'est une espèce de grand aménageur qui bénéficie de l'ensemble des subventions existantes pour cofinancer certains projets. Et c'est des projets qui se développent progressivement sur ces 10 ans, sachant que par ailleurs, ils ont poursuivi après autour de la capitale européenne de la culture de Essen, par exemple, en 2012. Donc c'est vraiment l'idée que soigner un territoire comme ça va prendre du temps. Et c'est probablement la seule posture valable pour les villes moyennes aujourd'hui, avec des graines que l'on sème et qui probablement vont pousser dans les années à venir. Mais il y a aussi, de fait, la question du temps politique, ça c'est le temps stratégique, et le temps politique avec ce travail qui est quand même très structuré par ces mandats de 6 ans. Donc il faut pouvoir à tout prix combiner les deux. Mais en tous les cas, voilà, l'idée c'est de pouvoir voir comment à Saint-Dizier, via les PPA ou d'autres dispositifs, on peut venir un peu copier les Allemands de ce point de vue-là. Et puis un dernier mot du coup sur l'atterrissage aussi du programme final sur le site de Villers-Bretonneux. En fait, on s'est rendu compte quand même que le degré de conservation qu'on allait mettre en place sur le site, il était d'une part fortement orienté par la densité de logements, alors avec des liens sur l'impact un lien directement à la planification. On sait qu'on avait des objectifs de construction de logements par la communauté d'agglomération, donc on a pris ça en compte, mais aussi un lien avec le bilan économique de l'opération et évidemment une plus forte capacité à réhabiliter des bâtiments existants si on avait une programmation de logement du coup qui était plus importante. Et l'autre entrant de cette conservation, c'était aussi la programmation autre,
à savoir équipement ou artisanat, en sachant que justement ces fonctions-là, elles étaient plus ou moins adaptées aux bâtiments existants et elles allaient plus ou moins nécessiter d'investissements privés ou publics. Donc finalement, comme je le disais tout à l'heure, le scénario qui a été conservé, qui a été proposé, c'était pas forcément celui initial, à savoir que s'était fléché dans l'OAP de conserver ces deux bâtiments-là. Finalement, celui-ci, il a été démoli pour positionner une résidence senior. Et finalement, en revanche, une partie des sheds ici ont été conservés pour justement placer une petite cité artisanale. Et finalement, c'est justement aussi le fait d'avoir augmenté la jauge de logement. On en fléchait initialement 20 dans l'OAP, ici on en propose une centaine. C'est le fait d'avoir augmenté cette jauge de logement qui a permis aussi du coup de conserver d'autres parties du site, notamment aussi une halle couverte ici, donc une partie du shed qui a été simplement conservée en toiture pour accueillir une programmation sur l'espace public, animé, ponctuel, en lien avec le centre-ville. Voilà. En revanche, justement, nous, quand on a un peu derrière sondé les acteurs locaux en matière d'économie, on a vu que le marché de l'hôtellerie, il était assez peu présent, et donc c'est plus, en fait, finalement, le programme artisanal qui est venu susciter de l'intérêt pour s'implanter dans les sheds que l'hôtel initialement visé, qui a suscité de l'intérêt pour ce bâtiment-là, qui finalement a été programmé pour accueillir du logement classique, avec quand même en rez-de-chaussée de la restauration pour garder cet aspect ouvert au public et quand même vitrine depuis l'entrée de ville. Ce qui est intéressant quand même dans ce projet, c'est aussi le trio bailleur, maire et modestement prestataire que nous sommes, et la façon dont on avance et on progresse sur un espèce de projet un peu négocié, puisqu'au début on avait quand même fait des faisabilités, en tout cas montrer des références qui étaient beaucoup plus radicales que ça dans la conservation du patrimoine, notamment faire du logement à patio dans les grands immeubles à sheds. Dans les faits, on avait assez peu d'éléments techniques pour aussi pouvoir garantir que le bâtiment était suffisamment dans un bon état pour que ce ne soit pas opérationnellement trop casse-gueule. Mais voilà, dans les faits, on voit bien ici, dans ce projet tel qu'il a été construit, un certain compromis, malgré tout, où on a quand même réussi à faire comprendre aux bailleurs qu'il ne fallait pas qu'ils considèrent ça simplement comme une friche à recycler pour y faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du logement, mais donc retrouver un peu d'emploi, ne serait-ce que pour respecter aussi la mémoire du site, de considérer qu'il avait une responsabilité en termes d'espace public et de désenclavement de ces grands secteurs pavillonnaires vis-à-vis du centre-ville. Et voilà, tout ça, évidemment, sous l'approbation du maire, qui quand même est responsable du plan local d'urbanisme. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans ces projets, c'est la triangulation, en tout cas ici, entre les différentes parties prenantes d'un projet. En sachant que du coup aussi, toute la discussion sur les besoins équipés, c'est ici conclu par du coup le dessin d'une réserve foncière municipale et donc finalement la revente d'une partie du terrain à la commune pour qu'ils puissent faire ce qu'ils souhaitent entre guillemets chez eux. Donc le côté équipement, lui, c'est soldé plutôt par un échange de foncier, et c'est vraiment le volet économique qui a plutôt motivé ici la conservation d'une partie du site. Je vois qu'il est il est 10h30, donc on a terminé. 1h06 minutes. Merci beaucoup. Moi, j'avais deux questions. Ma première question, c'est la méthodologie pour définir les besoins. Vous l'avez dit en disant qu'il faut définir les fonctions du territoire, mais concrètement, comment faire pour définir ces fonctions? Et ensuite, appliquer cette méthode à des plus petits territoires. Il y a certains collègues qui sont des chefs de projet Village d'avenir sur des territoires qui peuvent être des communes de 200 habitants à des communes de 3000 habitants. Voilà, comment appliquer? Est-ce qu'il y a possibilité de faire des autodiagnostics pour des communes de plus petite taille? Voilà. Je vais me risquer à une réponse. Il faudrait qu'on ait 2 heures devant nous pour pouvoir vous répondre complètement. Mais ce qui est sûr, c'est que la programmation est quand même, sur ses fondements un peu théoriques, un héritage des grands ensembles, mais encore plus des villes nouvelles.
Donc c'est quand même une culture, pour faire vite, du ratio et de la modélisation. Donc en métropole, sur le volet logement, on est évidemment sensible aux questions de besoins tels qu'exprimables par la question du point mort, c'est-à-dire le nombre de logements nécessaires à satisfaire les besoins endogènes d'un territoire, donc le renouvellement du parc, le desserrement des ménages, mais aussi la part de logements mobilisés par la vacance ou les résidences secondaires. Et donc ça, c'est ça qui permet de définir une enveloppe, et c'est ça qui alimente les plans locaux de l'urbanisme, les plans locaux de l'habitat, pardon. Et le CEREMA a récemment mis ça à jour avec un outil qui s'appelle Othello. Mais ça, c'est typiquement du besoin, on va dire, théorique, où on affiche une ambition de production de logements pour un territoire, et ensuite on regarde comment les différentes opérations et le diffus peuvent permettre de répondre à ces besoins. Donc c'est purement quantitatif. Évidemment, la difficulté derrière, c'est que ces ambitions peuvent se traduire et rencontrer une certaine forme de réalité dans les tissus métropolitains, mais dans les contextes plus détendus, puisque c'est le terme consacré, cette méthode, elle n'est pas du tout opérante, en fait. Alors, ça ne nous empêche pas de se fixer des ambitions, mais il faut à la fois s'intéresser au quoi et au comment, comme j'ai pu le dire, et plutôt s'intéresser, à mon sens, à des petites opérations plus démonstratrices en lien avec des opportunités résidentielles, que de vouloir à tout prix définir des besoins qui sont plus forcément atteignables dans ces territoires. Parce qu'en fait, la technique du point mort ou Othello, c'est déterminer un nombre de logements qui permet de produire de la croissance urbaine et démographique. Or, on n'est plus forcément sur cette recherche à tout prix de la croissance, mais plutôt du maintien. Alors après, ça dépend. Chaque territoire est très différent, hein. On parle des villes moyennes, mais là, je vous ai parlé de Saint-Dizier, qui est difficilement accessible, qui est au centre de tout, c'est-à-dire au milieu de pas grand-chose. Auray, c'est une ville moyenne, par exemple. Mais Auray, il y a le TGV, il y a la mer, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça qu'en fait, les méthodes un peu génériques, il faut peut-être les avoir comme un cadre, mais dans les faits, c'est très dépendant aussi du contexte dans lequel on se trouve, quoi. Donc je réponds à votre question sans vraiment y répondre, j'en ai conscience, mais voilà, il y a cette question de l'invention, à mon sens, de méthodes de programme, alors qui aujourd'hui fleurissent, hein, la résidence, le transitoire, le temporaire. Il y a plein de collectifs qui sont d'ailleurs nés de leur intervention sur des territoires plus ruraux ou plus détendus. Et c'est sûrement des choses intéressantes à regarder qu'il faudra évaluer par ailleurs. Mais voilà, la question du logement, elle n'est pas simple. Et c'est aussi malheureusement, et on espère que le ZAN va aider à ça, une question de planification. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser à un centre-bourg et que dans le même temps on ouvre du lotissement en périphérie, on se tire une balle dans le pied. Enfin, ça, on est tous conscients. Donc ça, voilà, sur le logement, c'est un peu ça. Sur la question économique, aujourd'hui, il y a différents sujets. Il y a le productif en centre urbain métropolitain. Donc ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est essentiel de pouvoir le maintenir, parce que tout le monde ne travaille pas dans un bureau et que par rapport à des questions de métabolisme urbain ou d'emploi, il faut maintenir le productif en centre urbain. Donc il faut définir le productif, il faut regarder la façon dont on peut l'intégrer en centre urbain et surtout voir comment on le sanctuarise d'un point de vue réglementaire, puisque le productif, c'est le premier truc qui saute dans un contexte de pression foncière assez forte. Voilà. Et donc le ZAN, par rapport à ça, il peut aussi faire un peu de mal au productif. Et après, bon, voilà, il y a des questions plus classiques de marché ou de besoins, on va dire, immobiliers liés à l'activité. Donc il y a le tertiaire qui aujourd'hui est par ailleurs en grande difficulté et qui fait l'objet de beaucoup de réinterrogations dans différents programmes, y compris métropolitains. Il y a, donc je le disais, le productif ou l'artisanal, avec la question du devenir des zones d'activité économique. Donc c'est plutôt aussi, un peu comme pour la question patrimoniale, un questionnement de besoin qui peut partir très finement de l'existant, c'est-à-dire une zone d'activité économique. Est-ce qu'elle est pleine, est-ce qu'elle est vide, est-ce qu'elle est densifiable, voilà. Donc c'est ça aussi qui va, à mon sens, pouvoir définir les besoins. Et je termine sur l'abandon, à mon sens, presque progressif
ces outils un peu classiques issus des 30 Glorieuses, hein, comme le point mort, par exemple, sur le logement. La métropole européenne de Lille, par exemple, aujourd'hui, elle fait tourner son point mort sur les communes, dans le cadre de l'élaboration de son PLH, mais elle confronte le chiffre qui est produit à la réalité foncière et opérationnelle, puisqu'en fait, ça ne sert à rien de se fixer des objectifs qu'on ne pourra pas tenir sur 6 ans, parce que c'est 6 ans un PLH. Et donc, ce qui détermine en fait la jauge ou l'objectif de construction, c'est la capacité réelle du territoire à produire du logement. Donc, soit des friches qui sont maîtrisées, soit des opérations d'aménagement en cours. Et en fait, voilà, on est sur, pour le coup, des besoins qui sont plutôt définis à partir du sol, et pas forcément à partir du haut. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire. Après, le troisième volet qui nous intéresse particulièrement, c'est la question des équipements publics. Et aujourd'hui, il y a un sujet sur la capacité à mobiliser ce qui existe plutôt que de construire du nouveau. Enfin, je ne vous surprends pas en disant ça. Il y a beaucoup d'opérations qui viennent avec leurs équipements neufs. Il y a, à mon avis, un travail pas suffisamment abouti ou poussé sur la façon dont on peut mobiliser les infrastructures publiques existantes pour répondre aux besoins, y compris des opérations d'aménagement pour les gens du logement neuf. Et puis, il y a le patrimoine, par exemple, scolaire. On a fermé 5000 écoles en France en 30 ans. Et là, les signaux faibles de baisse de la natalité vont aussi probablement flécher des enjeux de reconversion de groupes scolaires parce qu'il n'y a plus forcément suffisamment d'enfants pour les mettre. Donc ça, c'est aussi, encore une fois, à mon sens, c'est nécessaire de prendre vraiment le pouls sociodémographique d'un territoire. Et ça, il y a une batterie d'outils qui existe. Mais je pense qu'il faut le combiner avec une interrogation à partir du sol ou du bâti. Et finalement, la programmation est ni plus ni moins que la rencontre de ces dynamiques territoriales et de la réalité des sites. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais des questions assez pratiques. Juste, par exemple, si on prend juste le cas de la citadelle, je voulais savoir si vous pouviez nous dire la temporalité des études et le coût que ça représente par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des diagnostics couplés avec d'autres partenaires, notamment des BE, j'imagine, par rapport aux portances. Et de savoir aussi la place, on n'a pas... Enfin, moi, j'ai eu du mal à voir comment vous dialoguez avec, par exemple, le projet Manifesto. Enfin, ce qu'on a vu hier, voilà, le dialogue qu'il y a eu, et aussi le dialogue qu'il peut y avoir avec l'ABF ou d'autres partenaires, voilà, là-dessus, sur vos diagnostics. Nous, du coup, pour répondre un peu dans l'ordre, c'était une mission du coup qui était en 2 phases sur 1 an, donc qui est en train de se terminer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on soulignait le fait qu'on n'a pas non plus les arbitrages finaux sur la programmation, etc. En tout cas, nous, c'est vrai que c'était une mission de programmation. Donc, c'était quand même le cœur du sujet de vraiment définir des grandes fonctions pour la citadelle et pour chacun de ces bâtiments. En revanche, nous, on a une compétence, on a des architectes dans notre agence, etc., mais ça ne va pas être notre compétence première. Donc, dans ce groupement, on était accompagné d'architectes du patrimoine. On avait aussi une compétence économie de la construction, économie de l'aménagement, des experts tourisme, et puis aussi, du coup, l'accompagnement de Manifesto sur le volet culturel. Donc, le mandataire, c'était Mutatis, qui est un bureau d'études spécialisé dans la reconversion de patrimoine, qui jouait un peu le rôle de chef d'orchestre entre toutes ces compétences-là, tout en sachant que la programmation était en fait finalement ce qu'on allait faire ressortir de la mission, notamment à l'aménageur, aux élus, etc. Mais qu'en effet, en interne, on avait tout un tas d'échanges, notamment avec les architectes pour qu'ils puissent nous fournir les plans sur lesquels on s'est basé pour pouvoir ensuite dire que tel programme pouvait ou pas correspondre avec tel bâtiment. Les plans qu'on vous a montrés, c'est les architectes qui les ont faits. Donc ça, c'est important aussi de le souligner, que nous, tout seuls, on a vraiment besoin aussi de ces autres compétences-là. Soit c'est au sein du groupement, soit c'est par exemple dans le cadre d'une programmation plus amont sur Villers-Bretonneux, on a pu récupérer des plans qui avaient été faits par ailleurs avant.
Mais voilà. Et puis du coup sur le partenariat avec Manifesto, qui était donc pas forcément au sein du groupement, mais qui était l'AMO d'Atout France et qui du coup a été pleinement intégré à notre mission. Eux, ils ont du coup une compétence en termes de diagnostic vraiment culturel, donc sur les besoins du territoire culturel. Ils ont aussi une vision, une expérience en activation temporaire de lieux. Donc eux, leur démarche, ils ont dû vous la présenter mieux que nous, mais donc c'est aussi cet aller-retour entre justement faisabilité des programmes via l'activation temporaire et le dialogue avec les besoins du territoire. Nous, ensuite, c'est une compétence qu'on a intégrée à notre vision globale du lieu, au même titre que nous, on a pu faire nos diagnostics sur l'économie, le logement, etc. Ensuite, on a intégré leurs compétences à notre vision globale du site. Donc, c'est quelque chose qu'on a assez l'habitude de faire. C'est vrai que nous, on a une posture généraliste, donc on travaille sur toutes les fonctions, mais il y a de façon assez récurrente des thématiques qui vont parfois nécessiter vraiment des experts précis, notamment la culture, mais aussi le tourisme. Là, on était accompagné par un bureau d'études sur le tourisme qui s'appelle Inextenso. Aussi le commerce, par exemple, c'est des sujets qui vont parfois nécessiter qu'on prenne aussi des sous-traitants ou qu'on ait un accompagnement plus poussé sur ces sujets-là. Notre quotidien, c'est plutôt de travailler sur de la requalification de petits patrimoines pour des communes de moins de 1000 habitants. C'est une certitude, en tout cas dans mon département. Et la question qui se pose, c'est, voilà, en effet, financièrement, la question du coût, je me permets de la reposer, c'est combien coûte une étude programmatique pour des communes de cette taille? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques qui peuvent être mobilisées? Et enfin, du coup, une des idées pour peut-être leur permettre d'accéder à de la programmation qui est pertinente, mais pas forcément accessible à l'échelle du territoire, ça pourrait être de mutualiser. Est-ce qu'il y a un intérêt à mutualiser de la programmation sur un secteur géographique? C'est-à-dire que si on a 3 villages qui ont un projet de requalification, alors aussi modeste qu'il soit, hein, une propriété de 400 mètres carrés, un ancien garage réhabilité en maison d'assistante maternelle, on est sur des choses qui sont quand même très simples. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à mutualiser, voilà, sur un secteur géographique, et auquel cas, quel serait le bassin de vie, ou en tout cas l'échelle la plus pertinente pour le faire? Il y a beaucoup de questions qui sont des questions de maîtrise d'ouvrage. Alors, moi, je suis assistant maître d'ouvrage, donc je peux essayer d'y répondre. Mais sur les types de commandes qu'on peut envisager déjà et les questions de coût, moi, je distingue un peu deux moments. Le premier, c'est celui de la production de décision, en fait. C'est-à-dire monter ou organiser une commande qui permette de mobiliser des élus pour prendre une décision et arrêter une orientation, une trajectoire ou un programme. Et ça, typiquement, c'est le troisième cas, là, Villers-Bretonneux. Donc, c'est pour la modeste somme de 25 000 €, vous avez une étude qui, sur 6 mois, si tout se passe bien, permet de définir un cadre, de mettre tout le monde à peu près d'accord, et ensuite de pouvoir affronter le deuxième moment, qui est pour moi celui de la précision opérationnelle ou de la descente en opérationnalité. Et donc ça dépend aussi vachement de la taille des bâtiments ou des caractéristiques des bâtiments. Si c'est programmé un petit tiers-lieu de 400 mètres carrés, c'est pas monumental comme travail. La question, c'est est-ce que c'est juste préciser un peu les choses pour avoir un chiffrage plus précis, ou si c'est juste, organiser à la suite de ça de la maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire, là on rentre un peu dans les canons de la loi MOP, hein, pré-programme, programme et consultation d'un maître d'œuvre. Voilà, donc ça c'est les deux moments. Après, encore une fois, mutualiser, ça me semble forcément intéressant, et pas seulement pour des questions d'argent d'ailleurs, hein, pour des questions aussi de cohérence territoriale et programmatique à l'échelle des différents sites. Hein. Donc voilà, la question des IBA, mais appliquée à l'échelle rurale, c'est tout à fait intéressant. Et après, voilà, alors là je suis en train de scier la branche
sur laquelle je suis assis, mais la question des CAUE aussi, dans ces contextes-là, elle est vachement intéressante. Il y a des CAUE qui se sont aujourd'hui portés volontaires pour animer des démarches, soit d'animation, soit de collectif, dans ces contextes-là. Ça peut être aussi un recours, si on veut peut-être aller moins vite ou dépenser moins d'argent, je ne sais pas. Et puis, les écoles d'architecture. Voilà, on peut aussi confier les études préalables à différents types d'acteurs et pas forcément passer par des marchés publics pour faire appel à des prestataires comme nous. Merci.